C'est mon plaisir de vous donner la bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui, le deuxième d'une série consacrée à la crise humanitaire à Cuba, qui vise à faire entendre des voix venant de l'intérieur de Cuba, ainsi que des perspectives internationales plus larges. La discussion d'aujourd'hui portera sur ce que les secteurs privés cubains et sur sa capacité à contribuer à atténuer la crise. C'est maintenant un plaisir pour moi de vous présenter nos distingués intervenants de La Havane, Martha Deus, directrice générale de Mandao, Mark Entwistle, ancien ambassadeur du Canada à Cuba, basé à Toronto au moment, et Ricardo Herrero, directeur exécutif du Cuba Study Group basé à Washington. Et j'ai maintenant le plaisir de passer la parole au modérateur de la discussion d'aujourd'hui, le président du Conseil canadien des Amériques, Ken Frankel. Ken, merci beaucoup, Martha, et merci tout le monde pour être là, nous avoir rejoints dans cette réunion. Merci pour ceux qui sont dans cet hémisphère et bon après-midi pour nos écouteurs de l'Europe. Ceci est une continuation d'un premier épisode que nous avons commencé il y a quelques semaines par rapport à la crise humanitaire à Cuba. Nous avons suivi la nouvelle petit à petit. Nous savons que chaque jour, il semble y avoir des nouveaux développements, des conversations par rapport à tout ce qui est en train de se passer à Cuba. Donc, nous avons aussi une pièce qui a été publiée depuis New York de Lee Anderson et cela a vraiment souligné l'intérêt, la connaissance par rapport à les conditions sur le terrain de Cuba et ce qu'on peut faire pour avancer. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de clarté par rapport à ces points-là et c'est pour ça, ce serait bien de savoir quelles sont les conditions de Cuba aujourd'hui, surtout par rapport au respect des conditions humanitaires et de la crise que nous détectons. Si nous pouvons commencer, je passe donc la parole à Rick pour parler un peu de cela. Oui, merci Ken et merci pour m'avoir invité ici. Et aujourd'hui, Cuba est au milieu d'une crise humanitaire vraiment grave, en sens d'émergence, une catastrophe. C'est plutôt ce type de, de situation. Il s'agit plutôt d'un collapse, d'un effondrement multidimensionnel. On peut l'appeler, certaines personnes l'appellent une polycrise qui touche à la population, à la qualité de base de vie. Et c'est un effondrement sans lumière au fond du tunnel. La crise énergétique est clairement au centre de cet effondrement et nous avons donc Cuba, un pays qui normalement a besoin de 3000 mégawatts d'électricité pour pouvoir fonctionner par rapport à ses nécessités de base. Et nous sommes maintenant dans un déficit d'électricité qui dépasse les 2000 mégawatts nationalement. On est en train de perdre maintenant 2000 mégawatts chaque jour et cela va nous mener à des coupures d'électricité constantes à niveau national. Nous avons vu deux coupures nationales. Dans les derniers 10 jours, dans certaines provinces, les coupures ont duré de 16 à 20 heures par jour sur 2, 3 jours d'affilée où ils ont l'électricité qu'une heure par jour jusqu'à la prochaine coupure d'électricité. Donc, ils profitent de ce moment pour cuisiner, pour charger les téléphones, mais il n'y a pas assez de pouvoir, il n'y a pas assez de structures, de panneaux solaires, de générateurs. Et donc, plus de 60% des capacités à Cuba de génération électrique fonctionnent avec des systèmes de création de pouvoir, de puissance thermoélectrique. Et donc, les 60% de cette capacité n'est pas opérationnelle à ce moment, vu que les maintiens de cet équipement, de cette infrastructure n'a pas été fait. Dans, dans beaucoup de cas, il s'agit d'une infrastructure obsolète. Le carburant n'arrive pas. Ils dépendent vraiment des l'aide du Venezuela et cela n'arrive plus. Là, le blocage de l'envoi de pétrole aussi, d'autres donations de pétrole, tout ça fait que les livraisons n'arrivent plus et cela a des effets à cascade. Donc, sans électricité, il n'y a pas de réfrigération, donc il n'y a pas de nourriture. Les pompes
qui aident les pompes électriques pour la distribution d'eau ne marchent plus. Les hôpitaux commencent à avoir des gros problèmes parce que leurs générateurs ne marchent plus non plus. Et donc, les services médicaux ne sont pas à disposition. Le niveau psychologique est vraiment grave. Ils sont pratiquement plongés dans les noirs la moitié du temps. Le PIB de l'île a diminué de plus de 11% depuis le 2010. L'inflation est sur les 30-40% au niveau national et cela, bien sûr, a un grand impact à niveau alimentaire, à niveau de achat des nécessités de base. Donc, le peso cubain a aussi, c'est aussi aggravé. Donc, on parle maintenant de 500 pesos pour le dollar, mais c'était euh, à 24 sur 120 dollars. Maintenant, sur les rues, on le trouve à 500. Donc, les derniers 5 ans, ils ont perdu 2,5 millions d'habitants, des citoyens qui ont émigré. Les États-Unis, les autres pays dans le monde, euh, voilà, nous savons que la plupart des Cubains qui sont partis font partie de la population active. Donc, c'est une île avec une population extrêmement envahissante sur sur cet hémisphère, sur cette situation grave. Et essentiellement, ils ont perdu la capacité de répondre à ce type de crise à cause des décisions difficiles qu'ils n'ont pas encore su prendre pour corriger le chemin. Et donc, cela montre que la vision des personnes envers les régimes est complètement en désapprobation. Les 90% de la population n'est pas d'accord avec la gestion du gouvernement de cette situation. Le gouvernement a déjà perdu la confiance, il n'y a plus de légitimité par rapport à la population envers le gouvernement. Ils sont trop concentrés maintenant sur leur survie. Et je pourrais continuer, en fait, à parler de cela, euh, à donner des aspects multidimensionnels. Mais effectivement, Rick, tu nous as déjà mené à la table plusieurs aspects importants et nous allons avoir la possibilité de continuer de revenir en arrière vers cela. Marc, vous êtes sur le terrain à La Havane et donc je vous demande quel est le sentiment sur les situations quotidiennes par rapport aux besoins humanitaires de la population de Cuba. Martha, c'est à toi. Oui, je vais essayer d'ouvrir la caméra. Est-ce que vous m'entendez bien? Magnifique, merci. Ah, voilà, vous êtes là. C'est très bien. Vu que je parle, je vais essayer de me montrer aussi. Voyons, je passe beaucoup de temps sur le travail parce que je ne suis pas juste la cofondatrice et directrice exécutive de Mandao, mais de l'entreprise logistique, mais j'ai aussi la fondatrice dans l'entreprise de consulting qui fait de la gestion économique c'est une sorte de ONG qui soutient et fait de la promotion du secteur privé, de beaucoup de choses. Cette semaine, nous avons organisé un petit festival pour les entrepreneurs, les jazz, mais voilà, le travail dans ces conditions est vraiment difficile. Nous n'avons pas de carburant, nous n'avons pas de diesel, nous n'avons pas de pétrole. Il est presque impossible pour une entreprise logistique de faire des livraisons. Bien sûr, nous sommes en train de livrer de la nourriture, mais ces problèmes de coupure d'électricité a commencé depuis, on va dire, l'année passée de forme de plus en plus critique à La Havane. Nous avons des opérations actives dans les 8 villes à Cuba, mais dans le reste des provinces, le cas est encore pire que cela. Si à La Havane, nous avons 3-4 heures de coupure d'électricité, les provinces à ce moment-là, avaient 3 heures d'électricité sur la journée. Et nous savons que la situation à La Havana ne va pas s'améliorer sans une solution. Le gouvernement n'est pas en train de vouloir parler de solutions. Donc, avec cette situation, à partir de février, nous voyons la situation s'empirer de plus en plus. C'est pour cela que nous essayons de faire des livraisons en moto, en vélo, en moto électrique. Bien sûr, nous essayons de faire des importations avec notre propre diesel, mais cela n'est pas un processus facile. Il y a eu
certaines entreprises privées qui ont pu le faire, les entreprises majeures sont en train de distribuer au pays entier les entreprises, les peu entreprises qui peuvent. Et cela est une solution, une opportunité pour eux, mais aussi pour les personnes qui habitent en province, parce que nous sommes vraiment préoccupés par rapport à comment ces personnes dans les différentes provinces vont pouvoir acheter de la nourriture. Et donc, au moins, avec les familles à l'étranger, nous pouvons faire des livraisons à travers des systèmes par site web, et donc nous pouvons livrer la nourriture aux provinces. Nous trouvons dans une situation vraiment critique, surtout quand nous sommes plongés dans les noirs, il n'y a pas l'électricité, mais cela impacte aussi la connexion Internet et nous livrons à travers d'une app sur le smartphone et donc sans électricité et sans Internet, les livraisons et les apps ne marchent pas, donc les commandes diminuent, la connexion Internet et la coupure d'électricité ne nous rend pas la tâche facile. Nous, parfois, n'avons pas possibilité de connecter avec les livreurs à cause du manque de connexion. Nous essayons de nous organiser avec des véhicules électriques, avec des panneaux solaires. Nous avons investi dans tous ces aspects afin de pouvoir continuer à faire marcher notre projet. Nous essayons plus ou moins, c'est ça. Nous faisons ce que nous pouvons. Ce que nous voyons maintenant, concernant le modèle général de fonctionnement est que nous nous trouvons dans une situation critique. Nous savons que beaucoup de personnes sont en train de recourir à Caritas. Nous collaborons avec eux aussi, avec certaines églises, avec des projets sociaux. Et ils nous demandent de la nourriture basique, des riz, des, de la viande, de la protéine, du sucre, du sel, les éléments vraiment de base. Ils nous demandent aussi des médicaments, mais cela est plus difficile parce que nous n'avons pas le permis de livrer des médicaments. Il s'agit effectivement des nécessités de base et nous voyons que les produits que les personnes commandent sur les applications sont vraiment des produits de base. Les Cubains avant commandaient des pizzas ou des plats spécifiques un peu plus élaborés et maintenant ce n'est plus le cas. Les commandes sont vraiment pour les produits de base. Merci beaucoup, Martha. Marc, je veux te permettre de parler un peu plus de cette problématique, mais j'aimerais passer aussi à mentionner comment le secteur privé joue un rôle possible afin d'atténuer certains aspects de la crise. Rick et Martha ont mentionné plusieurs et j'aimerais vous inviter à ajouter un peu plus d'éléments par rapport à cela. On commence la conversation maintenant, donc j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus par rapport au secteur privé à Cuba. De quoi est-ce que nous sommes en train de parler effectivement? Quel type d'activités euh, sont mises en place par le secteur privé? En quoi sont-ils engagés et comment peut-on éteindre les efforts afin de rencontrer encore plus et aider, répondre à ces besoins humanitaires? Oui, merci, Ken. Je pense que je ne vais plus ajouter à ce que Rick et Martha ont déjà dit par rapport à la situation sur le terrain. Nous savons que la situation va s'empirant chaque jour et c'est vraiment une situation grave pour la population de Cuba. Plusieurs difficultés économiques ont plongé Cuba dans cette situation et cela est un processus qui a commencé il y a pas mal de temps pour toute une série de raisons. Cuba est un endroit
compliquée avec des facteurs et des raisons compliquées. La situation à laquelle la population de Cuba fait face s'est empirée depuis le blocage du pétrole imposé et nous savons l'importance du carburant dans beaucoup d'aspects de l'économie. Donc, en passant au secteur privé, le secteur privé de Cuba est réel. Cela a été établi par l'État de Cuba. Je pense que originairement, selon mes souvenirs, il y a un certain nombre d'années que le leadership politique à Cuba s'est rendu compte qu'il n'allait pas pouvoir fournir les services et les biens nécessaires pour l'économie. Et donc, peu à peu, ils ont pu développer, et je vous dis, il y a des fermes très fragmentées, ils ont pu créer ce secteur privé. Et comme Martha a dit, c'est un excellent exemple de la partie vibrante de l'économie cubaine. Le leadership politique de Cuba a reconnu que le secteur privé est présent et va rester, qu'ils ont reconnu l'importance, les fonctions, qu'il s'agit d'un moteur d'emploi. Et selon certaines statistiques, avant les stress actuels, un tiers des Cubains faisaient partie de la force de travail du secteur privé. Donc, on parle des petites et moyennes entreprises, d'une situation dans laquelle les entreprises privées cubaines sont actives dans le secteur privé en termes spécifiques dans la problématique de l'aide humanitaire. Je pense que je vais donner un peu un commentaire un peu plus haut niveau pour planter le décor de la conversation avec Eric et Martha. Je pense que nous rappelons des entreprises du secteur privé et cela est exactement le type d'entreprise que les personnes en dehors de Cuba considèrent que ce serait quelque chose de positif à Cuba. Donc, on parle d'entreprises du secteur privé qui sont vraiment entrepreneuriales. Ce n'est pas un travail d'aide humanitaire. Ce n'est pas ce qu'ils font. Et ce n'est pas non plus la responsabilité fondamentale des entreprises du secteur privé. Ils ne sont pas ONG, ils ne sont pas organisations caritatives, mais ils font beaucoup de choses différentes afin de pouvoir aider la situation. Donc, depuis la petite main-d'œuvre, la nourriture, la production de nourriture, le transport, la logistique, comme le type de travail que Martha nous dit qu'ils sont en train de faire. Et cela a à voir avec la fourniture de biens, de services pour la population de Cuba et fournir aussi du salaire aux personnes de Cuba afin de fournir les pouvoirs d'achat pour qu'ils puissent acheter des choses qui sont partiellement du secteur privé à disposition. Donc, ils sont quand même des entreprises du secteur privé. Je pense qu'il faut faire attention au type de narrative avec laquelle nous présentons le secteur privé. Nous savons qu'ils sont en train de sauver la situation. Ils sont partis d'un moteur de soutien humanitaire, ils sont partis d'une solution, mais ils sont partis d'une économie qui a besoin de travailler sur un niveau, sur un autre niveau, avec d'autres secteurs de l'économie. Et je vais m'en, m'en arrêter là. Oui, Rick, je vois que tu bouges un peu la tête en négative, pas vraiment comme si tu étais en train d'être d'accord. Donc, je te passe la parole, Rick. Où est-ce que le secteur privé entre, au moins dans le court terme, dans cet aperçu de crise? Est-ce que c'est une question et si on considère ce que Marc a dit, la raison d'être du secteur privé, ce que c'est et ce que ce n'est pas, on se demande, est-ce qu'il y a de la capacité dans le secteur privé de réadapter leurs efforts afin d'aider la population? Est-ce que c'est effectivement une correspondance par rapport à ce qu'ils peuvent fournir et l'objectif? Oui, je pense que Marc a effectivement dit la vérité. Le secteur privé forme partie de la solution, mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution complète. Il faut être honnête par rapport à ce que le secteur privé peut et ne peut pas faire. Je pense que la correspondance avec le secteur privé a à voir avec la distribution alimentaire et les commerces privés. Et donc, le secteur privé est responsable maintenant du 53 à 55% des ventes des biens du consommateur. Et cela inclut la nourriture qui est en train d'arriver au pays parce que le secteur privé s'est montré vraiment actif dans ce domaine. Ils font de l'importation de nourriture, ils sont en train de mener des restaurants, des petits marchés et ils ont construit d'autres euh, options pour le champ d'approvisionnement qui a
s'est effondré grâce à au manque de travail du gouvernement cubain. Donc, peu après la formation de cet secteur de petites et moyennes entreprises qui a été légalisé en 2021, nous avons vu un secteur privé qui a commencé à construire des chaînes d'approvisionnement nouvelles dans tous les pays afin de distribuer la nourriture, pas juste importer la nourriture, mais aussi de biens des consommateurs. Donc, l'importation de camions, par exemple, des flottes des camions. Ils ont ouvert des centres de distribution partout dans l'île en louant des stocks des structures des propriétés de l'État afin de stocker la nourriture dans l'île. L'électricité aussi, ils ont joué un rôle clé dans l'électricité. Grâce aux nouvelles autorisations qu'ils ont mis en place, ils ont pu distribuer du diesel dans les marchés du carburant. Et cela, nous sommes en train d'exporter. Nous l'avons vu aux des vendeurs des États-Unis, diesel à gasoline, le diesel qui est très euh, requéri à Cuba. Donc, nous parlons des voitures, des générateurs, des pompes électriques pour la distribution de l'eau. Donc, basé sur notre propre investigation, notre recherche, 30 000 barils de carburant sont arrivés à l'île et grâce au secteur privé dans les dernières semaines. Et donc, cela est un schéma avec beaucoup de potentiel. On ne s'en rend même pas compte. Le secteur privé importe le, les systèmes un peu fraudulents de base afin de pouvoir payer les fournisseurs internationaux. Ils trouvent toujours des schémas afin de pouvoir les payer. Ils n'ont pas toujours accès à la financiation, donc c'est vraiment difficile aussi de appliquer les opérations sur une plus large échelle. Ils ont beaucoup de limites et restrictions, beaucoup de régulations qui permettent, en fait, aux entreprises du secteur privé d'ouvrir des comptes de banque aux États-Unis depuis une ferme, depuis l'étranger. Et ça, c'est un manque de régulation. Et vu que on considère Cuba et les opérations à Cuba un risque, les banques n'ont pas accepté les créations des comptes des secteurs privés de Cuba, mais on espère que cela va changer bientôt. Bien sûr, sous la régulation des États-Unis, euh, le manque d'accès aux banques ne permet pas de éteindre les champs d'application de cette opération. De la partie cubaine, les restrictions, bien sûr, ont à voir avec les stockages de diesel. Ce qu'on peut vendre tout de suite dans la partie cubaine, on ne peut pas les vendre à des utilisateurs finaux, pas aux consommateurs. Et donc, le diesel est vendu sur les rues, mais les entreprises du secteur privé sont en train aussi de chercher d'autres schémas alternatifs et créatifs pour faire marcher ces projets aussi. Ils travaillent avec des ONG d'autres parties sur le terrain, l'Église catholique, d'autres ONG qui essaient de répondre aussi à la crise humanitaire. Ils travaillent avec des services logistiques à contrat pour distribuer les carburants nécessaires, pour importer les carburants, en fournissant à l'ONG aussi le transport alimentaire. Mais comme Marc a mentionné, il y a quand même du manque de correspondance. Tout cela est orienté au service. Et c'est frappant de voir comment ce type d'activité peut être étendu avec ces régulations, sans ces régulations et limites du capital de la partie cubaine et de la partie américaine. Et nous savons que nous avons dans les dernières années vu un secteur perçu comme une menace participer à cette portion du marché, un flow de, de cash, mais en même temps des marchés qui ont poussé ces secteurs dans la restriction. Les petites et moyennes entreprises, je pense qu'il y en a 11 000, je pense, qui ont été approuvées entre le 2021 et le 2024, mais nous n'avons plus vu d'approbation à partir de ces moments. Il y a des secteurs où l'armée
travaille avec les entreprises menées par l'État et où le secteur privé n'est pas vraiment une force encore. On espère que cela va changer aussi. La chaîne d'approvisionnement de la santé, la production alimentaire à grande échelle sur les terrains, tout ça a beaucoup à voir avec l'importation de nourriture. La production de nourriture sur les terrains à Cuba continue à être limitée. Les Cuba donc importent le 80% de sa nourriture, même si le pays est très fertile, mais incapable de produire sa propre nourriture. Comme on a mentionné, l'infrastructure énergétique a besoin du maintien qui n'a pas été fait dans les dernières années. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, il y a besoin d'investissements étrangers. Cela est une partie des solutions, mais ce n'est pas la solution complète. Merci, Rick. Martha, dans votre commentaire initial, vous avez parlé des activités dans lesquelles vous avez été impliqué. Vous avez aussi entendu parler, Marc Éric, par rapport aux obstacles, limites du secteur privé. Quel est votre sentiment par rapport, et je vais parler de plus vaste, mais on va dire, quelle est la capacité, à votre avis, du secteur privé à Cuba afin de être encore plus engagé et actif dans le type de problématiques que nous sommes en train de mentionner ici? Oui, je crois que nous pouvons faire beaucoup plus, sans doute. En même temps, nous trouvons face à certains défis. Et comme Enrique a mentionné, par rapport au secteur privé, cela est un grand problème parce que nous avons besoin d'une structure légale et d'une structure bancaire en dehors de Cuba qui puisse recevoir et payer en dollars parce que nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas recevoir de l'argent dans notre compte bancaire à Cuba. Donc, cela, bien sûr, le problématique du financement est grave. Et Oscar Perezzoli, le ministre des Affaires étrangères, parle de l'investissement dans les entreprises cubaines, donc les entreprises du secteur privé. Donc, la structure légale avec des entreprises internationales, l'investissement dans des entreprises privées, bah, voilà, en soi, apparemment, il semble que ils vont permettre cette structure à un certain moment, mais ce n'est pas non plus le bon chemin. S'il n'y a pas un système, s'il n'y a pas un schéma réel pour savoir comment implémenter ces structures, ben voilà, nous pouvons faire beaucoup plus, mais sans un système financier de banque, cela est vraiment compliqué. Toutes les raisons depuis 2024, le fait que le gouvernement a commencé à contrôler beaucoup plus les processus d'approbation du secteur privé. Donc, généralement, avant mai 2024, il y avait une centaine d'autorisations, même 200, 300 à certains moments d'autorisations et des permis par semaine. Mais maintenant, nous sommes à un niveau dans lequel, dans les dernières 2 ans, ils n'ont approuvé que 360 entreprises. Et comme entreprise, nous avons besoin de faire des choses, de employer des personnes. Et maintenant, on essaye d'ouvrir la possibilité au changement dans l'économie du Cuba. Nous avons des personnes cuba-américaines, des Cubains qui ne sont plus dans le pays et qui veulent ouvrir d'autres entreprises à Cuba, vu la réalité du gouvernement, est que ils ne sont pas en train d'approuver n'importe quelle entreprise. Le processus est pratiquement bloqué depuis un an. Nous trouvons plusieurs raisons pour lesquelles les banques et les processus d'ouvrir des comptes n'est pas facile. Moi, par exemple, je peux organiser mon entreprise avec des panneaux solaires, avec des véhicules électriques afin de fournir mon service. Mais si les personnes ne savent pas se connecter à mon application depuis leur propre maison, le problème est toujours là. Donc, ce que je veux dire est que nous pouvons faire beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas tout faire.
Parce qu'il y a un monopole de l'Union électrique de Cuba, et cela est contrôlé par les gouvernements, bien sûr, et nous n'avons pas accès à cela. Donc, nous jouons un rôle important dans la livraison alimentaire. Maintenant, par exemple, dans ma commune, dans mon quartier, même dans ma rue, si nous trouvons un problème, mon entreprise va s'en occuper. Beaucoup d'entreprises du secteur privé sont en train de résoudre les problèmes des communautés parce que le gouvernement n'est pas en train de les faire. Et donc, les seules personnes, les seules entités présentes sont les entreprises privées. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'aider, de participer dans des projets sociaux afin de soutenir le processus. Il y a des limitations, des licences dans le financement et dans l'avancement de cette situation. Merci, Martha. Je pense que ce que tout le monde est en train de dire est que s'il y avait accès au financement, les choses pourraient avoir une autre couleur. C'est ça? Et on va peut-être poser cette question de forme générale. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès au financement? En termes des limitations régulatoires, qu'est-ce qui se passe au niveau des États-Unis et qu'est-ce qui se passe au niveau du Cuba? Comme Rick vient de mentionner, le secteur privé pourrait être de plus en plus étendu et cela est un défi pour les intérêts du business de Gaïsa, n'est-ce pas? Marc, est-ce que je peux te passer la parole? Oui, je pense que il y a certaines choses qui se passent en même temps et qui expliquent un peu la situation. Du côté des États-Unis, je pense que Rick a bien soulevé ces points. Les provisions régulatoires des banques américaines par rapport au secteur privé, ben, hypothétiquement, il pourrait ouvrir un compte bancaire. Mais la vérité est qu'il y a un manque de confiance du secteur des banques par rapport à la confiance dans les mécanismes d'implémentation autour des sanctions avec les autorités de conformité, les avocats. Ils disent ce n'est pas un risque qu'on veut prendre parce qu'on pourrait être accusé tôt ou tard d'accepter ces création de banques, de comptes bancaires. Donc, personne ne veut rien faire dans le risque, dans la menace d'un possible problème futur. Donc, à ce niveau, ce serait très bien de résoudre ces problèmes et se concentrer sur les États-Unis simplement parce que pour beaucoup de raisons, c'est un gros marché. Donc, et c'est un non-ennemi de là. De la partie cubaine, ma vision personnelle est que bien sûr, les Cubains pourraient faire beaucoup plus pour améliorer le cadre régulatoire du secteur des petites et moyennes entreprises. Ils peuvent l'améliorer vite fait s'ils essayaient de s'éloigner d'un poids pas nécessaire des régulations. En 100%, ils pourraient faire là. Mais je prends un pas en arrière pour essayer de considérer une perspective différente par rapport à la politique publique du gouvernement et du secteur privé. Les secteurs privés ont la haine des régulations gouvernementales dans chaque pays, même dans les entreprises canadiennes. Nous savons cela est un problème. Laissez-nous tranquilles, nous voulons faire notre business et faire notre argent. Ça, c'est le message. Donc, à Cuba, la vision est que c'est là est un peu la vieille narrative. D'une certaine forme, en termes de politique publique et gouvernance, c'est comme si c'était un truc un peu bizarre, unique, un peu alien même. C'est un pays avec un gouvernement, une structure gouvernementale, de la politique. Mais une des choses qui s'est passée, et nous pouvons, ben, en étant la communauté globale, nous pouvons aider les Cubains par rapport à ça. Tout le monde s'est préoccupé au cours du temps que les petites et moyennes entreprises soient créées de forme égalitaire. Il y a une politique par rapport à ce secteur qui doit être gérée. Ironiquement, au début, les plaintes publiques étaient beaucoup par rapport au prix et au fait que certains certaines entreprises du secteur privé étaient en train de fournir des matières premières et des biens en rareté. Donc, il y avait une problématique par rapport à cela, un monitorage
du type de concept du contrôle du prix du gouvernement et de ce type de choses. Ça a devenu vraiment problématique. Les problématiques de la taxation aussi, du secteur des petites et moyennes entreprises qui a été vraiment entrepreneurial. Et ils ont trouvé des structures vraiment créatives afin de se financer, vu que les banques n'allaient pas soutenir cet effort. Donc, les capitales d'investissement privés n'est pas arrivé chez eux, mais ils ont pu quand même trouver des formes vraiment intéressantes de faire les choses. Donc, si vous êtes dans le ministère des Impôts, dans le gouvernement de Cuba, vous êtes en train de dire, OK, attendez une seconde, nous devons s'assurer qu'il n'y a pas des problèmes réglementaires, de la même forme que n'importe quelle autre politique publique aurait marché partout dans le monde. Donc, je veux dire qu'il y a une intersection ici entre les requériments politiques et les régulations qui vont au-delà d'un contrôle méchant, d'un impulse de la régulation du gouvernement de ces secteurs. En même temps, s'assurer que cela ne sort pas du contrôle, que ça ne devient pas un monstre, un labyrinthe, et le rendre le plus facile possible afin que les petits et moyennes entreprises puissent opérer. OK, Marc, Rick, je te passe la parole. Je t'ouvre le micro complètement. On veut t'entendre savoir comment, sur le court terme, sur le long terme, nous pouvons atténuer un peu la crise humanitaire, qui est bien sûr la thématique centrale de la réunion, mais aussi parler de ce que peut être fait au-delà des de cette île qui est vraiment à 180 kilomètres de chez nous et que certaines mesures pourraient être prises pour permettre un type de financement vers Cuba ou des mécanismes. Oui, il y a effectivement beaucoup qui peuvent se passer. Marc l'a très bien expliqué. Je vais essayer d'ajouter un peu de détails à cette explication. Ce que nous avons est un excès de lois et régulations gouvernementales des deux parts qui doit être défait. Il y a certaines façons, il y a un peu de volonté de le résoudre, mais c'est vraiment difficile parce que ça demande des changements juridiques et ils ont un peu de doutes par rapport à toucher certains éléments de la partie cubaine. Le gouvernement cubain pourrait aider à libérer les potentiels du secteur privé et autoriser l'investissement étranger dans le business du secteur privé, mais cela n'a pas encore été autorisé. En même temps, l'annoncement de la semaine passée a permis aux Cubains d'investir dans les entreprises du secteur privé, mais selon les lois d'investissement international, c'est quand même requis que chaque investissement soit autorisé par le gouvernement et les gouvernements est long. Et donc, quand même, l'investissement n'est pas en train d'arriver. Donc, nous savons que cela peut effectivement prendre trop de temps pour que les entreprises privées arrivent effectivement à gagner leur indépendance du gouvernement grâce au financement. Donc, comme nous savons, passer des lois claires qui pourraient autoriser l'investissement étranger direct, qu'il y a des clartés par rapport au type de financement, ben, tout là peut être interprété comme permettre des prêts d'argent opérés sur les prêts. Et pour être clair, il y a un cœur de restriction par rapport à cela. Ils vont devoir donner accès au secteur du marché d'échange de la monnaie et cela n'est pas encore le cas, nous le savons bien sûr. On ne peut pas vendre du pesos, le secteur privé essaie de le faire. Donc, tout ça, c'est une liste des choses que le gouvernement cubain pourrait faire demain pour aider à libérer ses potentiels. Mais en même temps, il y a une chose de base qui serait la plus facile à faire et qu'on pourrait faire tout de suite, qui est faire un registre corporatif public du secteur privé. Maintenant, si nous avions une banque aux États-Unis qui lit la régulation américaine et qui dit, OK, je veux ouvrir un compte bancaire à Martha, je veux ouvrir un compte pour elle. Comment est-ce que moi, banque des États-Unis, peux vérifier que l'entreprise de Martha à Cuba est effectivement une entreprise réelle et légitime? Il n'y a pas de registre. S'il y avait un registre public d'entreprises du secteur privé, cela aiderait beaucoup la cause parce que ça permettrait au département de conformité euh,
aux États-Unis, de faire des révisions, de voir qui sont les bénéficiaires de l'entreprise, qui sont les autorités, les directeurs, avoir un sentiment de qui est derrière cette demande pour permettre l'ouverture de ces banques, de cette banque. Donc, de la partie des États-Unis, qui a aussi un impact dans le système banquier global, nous savons que cela est à chaque fois plus interconnecté, international. Les banques vont vers la direction des acquisitions, des sanctions, des possibles sanctions des États-Unis dans un deuxième moment, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas entrer dans cette thématique et qu'ils ont complètement fermé les accès du marché cubain. Mais en même temps, les standards de due diligence sont requis. Est-ce qu'ils sont demandés par le trésorier des États-Unis afin d'entrer dans ce secteur? Je pense que ça pourrait déjà aider, se poser cette question si on était là pour potentiellement donner la possibilité à chaque acteur de utiliser cet espace, ces registres coopératifs pour être publiés de la partie du Cuba. Parfait, je comprends effectivement l'option et donc je veux parler à Martha de cela. Est-ce que si le gouvernement cubain allait faire ce que l'on est en train de suggérer, le doute est, est-ce que cela allait changer quelque chose? L'action des États-Unis arriverait-elle? Il y a des scénarios politiques aux États-Unis et des scénarios possibles aux États-Unis donc je comprends ce que Marc pense. Le gouvernement cubain peut faire tout cela, mais est-ce que effectivement il va quand même y avoir ces poids sur la tête par rapport au gouvernement des États-Unis? Est-ce que j'ai bien compris, Rick? Oui, effectivement, ça continue à être un défi. On va, on, on revient au point de l'excès des lois et des régulations. L'embargo des États-Unis sur Cuba a été codifié sur une série de lois qui sont passées dans les années 1990 jusqu'au 2000. Donc, la clé est la Helms-Burton Act de 1996 qui codifie toutes les sanctions des États-Unis, l'autorité du président par rapport à tout type de problématiques et exceptions dans les licences générales spécifiques pour le soutien de la population cubaine. Donc, depuis le soutien de la population cubaine comme pilier de la politique américaine, la pression a été soutenue sur le gouvernement et une pression en croissance sur les personnes. Ça n'a jamais été considéré qu'un secteur privé à Cuba pourrait être hors le contrôle communiste. Donc, la loi a été interprétée jusqu'au moment dans la voie vraiment conservatrice du bureau du counseling légal de la Maison-Blanche jusqu'à Obama était vraiment restrictive. Cela veut dire que la loi ne parle même pas du secteur privé à Cuba. La loi ne parle pas du financement, ne parle pas d'autorisation. Si on veut ouvrir le financement pour les entreprises privées à Cuba, le risque est d'être contre les restrictions de cette loi. Donc, les régulations qui ont été mises en place pendant les années d'Obama et qui ont été maintenus dans le premier Trump, Biden et le deuxième Trump ont à voir avec des licences générales. Mais le commerce peut être fait à travers des licences spécifiques sans entrer trop dans la partie technique. La préoccupation est que nous avons une administration démocratique et ils ont un engagement plus ouvert, une approche plus plus soulagé vers Cuba. Cela soutient le secteur privé. S'il s'ouvre, même si la loi dit que c'est restrictive, les licences, c'est une exception autorisée. On prend les risques. Qu'est-ce qui se passe alors quand les républicains retournent et vont fermer encore plus cette politique? Donc, à cause de cela, le manque d'une clarté légale à long terme et la taille du marché de Cuba fait dire aux banques, ça ne vaut pas la peine d'entrer dans ces problèmes de conformité. Donc, ce qui est vraiment intéressant par rapport à ces moments en février, c'est que le secrétaire de l'État, le Cubain-américain depuis Miami, a donné de la clarté par rapport au fait que le secteur privé est un partenaire stratégique sur le terrain afin d'atténuer la crise humanitaire. Le secrétaire de l'État, Marco Rubio, a à la base soutenu l'existence du secteur privé et l'a vu comme une chose positive qui aide à atténuer la crise et donner plus de puissance aux personnes
correcte à Cuba. Donc, cela devrait aider à diminuer l'incertitude politique, n'est-ce pas? Donc, les risques politiques aperçus ici, ce que nous avons en essence un consensus bipartisan et nous avons la clarté par rapport, nous le voyons, le secteur privé à Cuba est une bonne chose, quelque chose que les États-Unis doivent considérer parce que c'est déjà sur le spectrum. Nous voulons soutenir cela, c'est ce que les États-Unis disent. Il y a toujours une voix politique à Miami qui essaye de prendre cette position un peu maximaliste, mais ils ont déjà parlé de fermer, de clôturer toute la possibilité des licences, des commerces avec le secteur privé, mais nous ne voyons pas cela euh, reflété dans la politique. Peu importe qui est dans la Maison Blanche, si c'était Obama ou si c'était Rubio de Miami, ils ont soutenu ce secteur. Est-ce qu'il y a encore le risque que cette loi codifie cette sanction? Oui, mais nous avons euh, moins ce risque par rapport à décembre. Merci Rick. Martha, vous avez entendu toute cette conversation de façon très patiente. Et je reviens à la première question. Peut-être que ce serait basé sur ce que nous avons entendu de Marc et Rick par rapport aux limites du secteur privé, des obstacles du secteur privé qu'on a mentionné tantôt. Où est-ce que vous voyez les potentiels d'appliquer en plus large échelle ce que vous faites et ce que les entrepreneurs sont en train de faire sur le terrain? Qu'est-ce que vous pensez qui est la problématique principale qui vous retient encore? Kenneth, je suis désolée, j'ai eu un problème de connexion. Est-ce que vous pouvez répéter la question peut-être? Oui, ce que j'étais en train de mentionner, vu qu'avec Marc et Eric, nous avons parlé des limites du côté américain par rapport à l'application à plus large échelle du secteur privé. Nous avons parlé de ce que la partie cubaine peut faire afin d'aider cette mise en place aussi. Nous avons parlé tout à l'heure du besoin fondamental de financement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres problématiques qui pourraient être libérées grâce au secteur privé afin de vous permettre d'appliquer votre travail dans une plus grande échelle? Je ne sais pas si j'ai bien compris parce que la connexion effectivement n'est pas des meilleures. Nous apprécions vraiment votre présence ici sous la condition présente. En fait, Zoom est bloqué à Cuba. Ça, c'est une partie des défis que nous avons. Nous devons utiliser un VPN afin de pouvoir nous connecter à cette application. Et donc, il y a aussi la composante technologique par rapport au développement de notre application. Nous avons eu des défis, effectivement, et nous continuons à en avoir tout le temps des défis par rapport à ce que nous voulons faire. Je pense que, bien sûr que il y a plusieurs choses que le gouvernement cubain peut faire et que le gouvernement des États-Unis aussi peut faire afin de soutenir le secteur privé. J'étais vraiment contente quand j'ai vu que le deuxième mandat Trump a commencé à parler du secteur privé parce que pour beaucoup de temps, les personnes disaient que le secteur privé n'existait pas à Cuba et que toutes les entreprises appartenaient au gouvernement et beaucoup de Cubains et Cubaines à Miami partageaient cette opinion. Et donc, j'étais vraiment contente de voir que le secteur privé commençait à être reconnu. Et je vais dire, et je continue de dire que il s'agit de logique. Nous avons 9 000 petites et moyennes entreprises. Et depuis 2024, juste 300 et quelques ont été approuvés. Mon bureau a 20 petites et moyennes entreprises qui attendent avoir leur approbation. Il y a beaucoup d'entreprises qui aident à préparer la documentation, le matériel. Beaucoup de personnes sont en train de présenter leurs projets afin d'être approuvées comme entreprise. Donc peut-être vous pouvez avoir un pourcentage de personnes qui représentent
quasiment les 40% de la population active. Cela est donc un bon signe. Je pense que nous nous trouvons dans un bon moment des des deux parties afin de pouvoir avoir une conversation sur le secteur privé, sur les choses que nous pouvons faire et par rapport aux limites et comment les surmonter afin d'avoir accès à des instruments comme Internet. Cela, effectivement, au moment est un grand obstacle pour nous tous. Vous pouvez bien imaginer, l'année passée, j'avais 5 comptes bancaires qui ont été clôturés juste pour une possible, même pas prouvée, relation avec Cuba. Donc, il y a une surconformité de toutes les banques qui sont en train de nous tuer. C'est vraiment difficile de pouvoir travailler dans ces conditions. Et bien sûr, en même temps, à l'intérieur de Cuba, le gouvernement de Cuba doit s'ouvrir à des nouvelles structures financières, à des structures financières alternatives, parce qu'à un point donné, il, euh, on peut même commencer à rêver parce qu'un jour, une banque commerciale soit présente ici. Mais bien sûr, le système financier est encore un problème ici auquel on fait face. Le, le taux d'échange avec lequel nous pouvons acheter des dollars depuis Cuba pour payer nos fournisseurs est impressionnant. Donc, tout passe par les marchés noirs, on l'appelle en anglais, en espagnol. Et donc, l'accès au capital, les fonds d'investissement qui peuvent aider, bah, c'est toujours une entreprise, un ami, la famille. S'ils ne sont pas cubains, nous pouvons fournir des garanties par rapport au fait qu'ils peuvent investir dans notre entreprise et que cela va être vraiment utile. Et bien sûr, cela s'agit d'une conversation bilatérale. À Cuba, cela pourrait être facilité, les processus et tout, si les États-Unis donner de la confiance aux investisseurs et leur donner la possibilité d'investir à Cuba. Il y a deux façons de le faire. Cependant, je crois que, en général, cette structure pourrait être très utile parce que ça nous permettrait d'importer du diesel, le gouvernement nous permettrait de le faire, le gouvernement des États-Unis pourrait permettre au secteur privé d'importer du diesel. Cela nous donnerait vraiment un niveau d'indépendance fondamentale afin de pouvoir continuer à travailler. Ce serait positif. Et sur Internet, il y a des façons des marchés avec les panneaux solaires, nous pouvons continuer à travailler. Donc, bien sûr, il y a des façons de le faire, mais en même temps, il y a besoin d'approbation, de licence, d'autorisation et, bien sûr, d'argent pour faire tout cela. Je crois que, en tout cas, il s'agit d'un moment positif parce que notre gouvernement parle du secteur privé d'une forme positive. Le gouvernement des États-Unis commence à mentionner du secteur privé en reconnaissance de notre existence, ce qui est bien aussi. Et donc, je pense qu'il y a un point commun et qu'il y a un point positif. Merci, Martha. Nous n'avons pas encore beaucoup de temps. Peut-être nous pouvons nous passer quelques minutes de la fin de la réunion juste pour mentionner deux acteurs importants sur lesquels nous pouvons peut-être parler un petit peu. Dans certaines zones, l'idée est que si on veut aider la crise humanitaire à Cuba, on peut juste faire des contributions à l'Église catholique et à Caritas. Je vous demande des questions, des réponses vraiment courtes et vite afin de pouvoir passer aussi au rôle de l'État international d'autres acteurs, vu qu'on a aussi Marc ici du panel depuis un point de vue canadien. Donc, quel est le rôle de l'Église catholique dans l'atténuation de cette crise humanitaire? Quelle est la relation, quelles sont les lacunes par rapport à ce que l'Église peut faire, le secteur privé peut faire, etc. Est-ce que Rick, tu veux répondre vraiment vite? Oui, j'aimerais savoir avant tout, je voudrais souligner pas vraiment le fait que Zoom a été bloqué par Cuba,
En fait, Zoom est auto-bloqué parce qu'ils ne respectent pas la conformité avec la loi cubaine, parce qu'ils ne peuvent pas vérifier l'utilisateur final, vu que c'est basé sur les clouds, c'est un service basé sur une licence. Ils doivent payer Zoom et ils peuvent pas garantir la conformité de l'entité individuelle sous les sanctions de loi des États-Unis. Donc, ils ont fermé le marché tout d'un coup. Et c'est pour ça que Martin ne peut pas se connecter facilement à Zoom. Maintenant, par rapport à l'Église catholique et d'autres ONG de nature religieuse sur le terrain, ils sont l'institution indépendante plus vaste au- au-delà du gouvernement cubain sur l'île aujourd'hui. Et ils ont vraiment beaucoup de capacités en place afin de recevoir l'aide humanitaire, stocker l'aide et les distribuer dans les différentes provinces du pays. Aussi, ils peuvent transporter la nourriture afin de nourrir la population la plus âgée. Ils peuvent arriver à certains endroits où les nécessités sont au niveau plus grave. Et donc, le gouvernement des États-Unis a vite identifié l'Église comme partenaire avec lequel travailler afin de distribuer de l'aide humanitaire à Cuba. Cela a été le premier cas après l'huracan Melissa l'année passée qui a commencé avec cette administration. Ils ont envoyé 3 millions de dollars en aide humanitaire afin d'être distribués par l'Église et ils ont donc demandé après 6 millions de plus sur le terrain. Donc, nous voyons que cette capacité est là. C'est une espèce d'infrastructure des chaînes d'approvisionnement en place. Elle est limitée, mais nous voyons que l'Église et les groupes affiliés à l'Église, on va dire les Amis de Caritas, etc., ils ne reçoivent pas l'aide qui est fournie par le gouvernement des États-Unis parce que cela a été mené par des campagnes de donations indépendantes et livrées directes à, partout à Cuba. Donc, les entreprises du secteur privé qui essaient de recevoir de l'aliment, de le transporter de façon privée avec leurs propres camions aux euh, infrastructures de stockage, il y a une croissance par rapport à cette capacité des entreprises du secteur privé déjà existantes d'importer les biens et les acheter et après les distribuer aux entreprises du secteur privé, les distribuer aux groupes marginalisés, à la vulnérabilité, etc., etc., etc. Donc, sur le terrain, ils sont là, ils sont actifs, ils entendent de plus en plus, pas juste l'Église, mais aussi les Caritas, les Amis de Caritas. Il y a beaucoup d'autres ONG affiliés qui travaillent de plus en plus avec le secteur privé. Ils font face à beaucoup de limites aussi, les mêmes du secteur privé, par rapport à la réception de paiements. Les organisations n'ont pas de tâches faciles par rapport à la réception de paiements. L'Église peut faire des paiements par rapport au Vatican, à travers du Vatican, à travers du système banquier du Cubain, et ils vont être attaqués avec le taux d'intérêt des banques qui est un peu mieux que celui que les secteurs privés trouvent sur la rue. Ils sont actifs, ils sont limités, mais ils sont quand même un joueur clé dans cet aperçu. Martha, est-ce que vous voulez parler un peu du Yes, rôle de l'Église catholique vis-à-vis au a secteur big privé? Oui, I vite fait, je peux vous dire que a big ils sont en role train de because jouer un rôle fondamental vu for que example, I mean, they have I mean, they have been helping ils the vont, people that ben, they ce want to que je veux connect dire, c'est que for ils many ont years. aidé They les have personnes. Cela a prepared été le plus the important par culture. rapport They know the au cours des language dernières années. and L'Église a also aidé la more or less population. Ils cherchent de l'aide, a ils le way that trouvent. is Et plus ou moins, the ça a été government une reconnaissing façon dans laquelle that work. les gouvernements reconnaissent qu'ils For the peuvent faire people ce for travail. them Maintenant, I mean they don't have the logistics to ils n'ont deliver pas la the food logistique or to pour import distribuer, livrer, how to buy the importer. all Ils n'ont these pas la things, structure so they légale pour also avoir le diesel, need tout ce type de the choses. private Donc, sector to do that. cela So tombe it's à nouveau sur le secteur privé. Il s'agit working donc now for a while also with d'une situation spécifique, celle de l'Église. Ça fait un the petit moment que je travaille person to avec Cuba.
la cuisine centrale mondiale qui est arrivée aussi à Cuba après l'ouragan. Nous collaborons depuis un petit moment avec eux et j'aime beaucoup ce qu'ils font parce que c'est aussi une façon d'aider. Ils font un travail incroyable parce qu'ils sont presque partout, dans chaque coin de l'île, afin d'aider les personnes à niveau alimentaire. Oui, merci, Martha. Je vais vous dire juste je vais vous donner 1 minute, Marc, pour, euh, pour répondre à cela. Je vais passer au rôle de l'État international et peut-être ce qu'ils peuvent faire. Peut-être je vais passer la parole à Rick et après à Marc. Comme nous avons dit dans la dernier épisode de cette série, le gouvernement canadien a eu une relation non interrompue avec Cuba qui a fait des allers-retours dans les dernières années, mais qui a quand même été une présence. Donc, j'aimerais prévenir un peu sur la question du Canada et de la relation traditionnelle qu'ils ont eue avec Cuba, si cela peut changer les dynamiques qui sont en train de se jouer entre le Canada et les États-Unis. Oui, en résumé, le Canada a maintenu une relation avec Cuba pendant des décennies et des décennies. Nous sommes encore là, nous avons toujours été là. Et je crois que dans un chemin normal de la situation humanitaire dans laquelle nous nous trouvons, la relation a été calibrée à un niveau de gravité de la crise. Donc, nous voyons une quantité d'aide humanitaire de l'ambassade canadienne sur le territoire beaucoup plus active. Vous pourriez voir un usage plus vaste des instruments canadiens en soutien des entreprises canadiennes. Vous pourriez voir du travail avec le secteur privé à Cuba, plus actif par rapport à l'ambassade et une présence majeure potentielle avec les publications, les commentaires de la situation à Cuba. Ma perspective, et je vais l'expliquer de cette façon, j'ai beaucoup d'amis dans le gouvernement canadien et dans les services étrangers. Mais bien sûr, Ottawa, elle est très petite, hein, nous le savons, Marc. Ben, mon impression personnelle est que nous n'allons pas vraiment voir le gouvernement de Marc Carney à Cuba dans ces moments. Et cela dépend de la situation humanitaire, si elle empire encore plus de ce qu'elle est déjà. Mais je pense que cela ne va pas s'empirer encore plus parce que le Premier ministre est vraiment centré sur la liste des priorités du pays. Donc, diversifier le commerce, entre autres, et renégocier un accord de libre-échange trilatéral avec les États-Unis et le Mexique, connu avec le nom CUSMA au Canada, USMC aux États-Unis. Cela est très problématique. Ça va être un show virtuel. Le Premier ministre est vraiment centré sur l'importance, parce que c'est important pour l'économie canadienne d'avoir cet accord de libre-échange. Donc, il va pas courir après des distractions et aussi en même temps, il est vraiment centré sur la diversification du commerce et s'éloigner de cet lien historique automatique avec les États-Unis, vu la situation qui est en train de se passer aux États-Unis. Ça, c'est un peu la vision officielle depuis Ottawa. Le Premier ministre a été très clair par rapport aux priorités du pays, aux relations avec l'Union européenne, les Royaumes-Unis, l'Inde, à un certain degré aussi la Chine, même beaucoup moins avec l'Amérique latine et encore moins avec les problématiques de politique étrangère comme Cuba. Donc, je pense que ça pourrait changer dépendamment des pressions publiques et de l'opinion publique, mais je pense pas que le gouvernement du Canada va bouger vers une forme plus active de d'aider Cuba dans le futur. Merci, Marc. Rick, je te passe la dernière intervention. Nous avons entendu un peu parler de cet acteur étranger, du potentiel. Quel rôle vous voyez? À quel point est-ce que on pourrait être actif ou pas? Est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous recommanderez à des acteurs étrangers? Est-ce qu'il y a une façon de s'engager dans la problématique en considérant
toutes les limitations, les restrictions et en marchant aussi sur cette fine ligne de relations avec Washington. Ben, je pense que par rapport à la relation avec Washington, on parle de quelque chose de problématique qui est compréhensible si on regarde la politique qui est en train de se passer, ce qui est en train d'être autorisé. Si vous avez déjà un pays avec des bonnes relations avec Cuba, une ambassade sur le terrain, on peut s'engager plus avec le secteur privé. Ça, c'est ma recommandation. Nous voyons que l'ambassade canadienne à Cuba et d'autres ambassades des pays de l'Ouest augmentent leur engagement avec le secteur privé, les ambassades des pays d'Amérique latine aussi, jusqu'à un certain point. Je pense ils améliorent leur niveau d'engagement, ils travaillent de plus près avec le secteur privé, ils aident à identifier les fournisseurs étrangers et de voir comment les biens et la nourriture peuvent être importés, essayer de trouver une banque qui peut aider, comprendre la situation et les possibles changements du système banquier pour permettre à tout le monde de faire sa propre évaluation des risques. Mais la position des États-Unis, bien sûr, a été et continue à être favorable à offrir du système banquier au secteur, aider à fournir des exportations de tout type de biens de ce secteur. Donc, j'encourage les pays de l'Ouest en particulier, vu notre public, je parle surtout aux pays de l'Ouest, à voir comment ils peuvent aider les secteurs privés à renforcer les liens du secteur privé sur les terrains à Cuba. Ça, c'est un peu, même je me suis répétée, mais ça, c'est un peu l'idée. Un grand merci à Martha, Marc et Eric pour cet échange important et surtout tous les efforts que Martha a dû faire afin de rejoindre cette réunion. Et merci à vous tous et toutes de vous être joints à nous. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux afin de rester informés des prochains événements et programmes du CCA. Les vidéos en anglais, en français et en espagnol seront disponibles sur notre site web cca.com. Nous avons aussi un rapport récemment lancé, Au-delà de la construction, en anglais Beyond the Build, une nouvelle stratégie canadienne pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Je vous remercie encore de votre participation. Merci Martin, merci Marc et merci Eric. Merci beaucoup. Nous allons vous tenir au courant des prochaines sessions par rapport à la problématique à Cuba. Merci Martha, Rick et Marc. Merci et bonne journée. Beaucoup de succès à toi et à tes projets, Martha. Merci. Merci, au revoir.